Nous allons débuter la deuxième plénière, mais juste avant, parce que vous savez que cet après-midi, nous allons être en atelier, puis malheureusement, on ne sera pas en mesure de revenir collectivement dans la salle après. Alors, je voudrais en profiter pour souligner la contribution exceptionnelle des responsables politiques des syndicats locaux. Vous savez, s'il y a tant d'enseignants en exercice ici aujourd'hui, c'est parce que vos syndicats locaux vous ont appuyé autant financièrement qu'au niveau organisationnel, de manière à ce que vous puissiez être présent et participer à la réflexion collective et syndicale. Alors, je tiens, et je le répète, à remercier les responsables politiques des conseils d'administration, des conseils exécutifs, des syndicats locaux qui supportent cette, cette activité du colloque pédagogique et professionnel. Et je vous invite d'ailleurs à les applaudir. Il y en a plusieurs dans la salle. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous passons au référentiel. Qui dans la salle connaît déjà le référentiel? Mais c'est pas pire quand même, hein? C'est pas pire, c'est pas pire. Il y en a un qui lève deux. Alors, merci. Alors, vous savez que la Fédération avait comme objectif, et a toujours comme objectif, de soutenir les enseignants dans les écoles et je dirais même dans les centres aussi, en FP et en FGA. Dans leur travail au quotidien auprès des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Dans le cadre de son travail sur les balises et les limites de l'intégration, elle avait convenu d'expliquer les caractéristiques des élèves à risque et HDAA afin qu'on possède un langage commun sur la connaissance des besoins de ces élèves et du soutien qui leur est nécessaire. Nous en sommes à notre 3e version, puisqu'après chaque conclusion de négociation, de convention collective, il y a eu une mise à jour. Il y a eu le référentiel de base, il y a eu une mise à jour et on va vous présenter aujourd'hui celle qui fait suite, dans le fond, à la conclusion de la dernière négo 2016-2020. Je vais vous présenter les 2 personnes responsables de cet exercice quand même fort exigeant. Hein, on ne se le cachera pas, c'est des mois, des mois et des mois. Je vais vous présenter les 2 personnes qui sont vraiment rattachées de près à ce dossier. Premièrement, Pauline. Bonjour, Pauline. Bonjour. Pauline, c'est une enseignante retraitée. Elle a enseigné en classe régulière, en classe spéciale, en orthopédagogie. Elle est professeure invitée en adaptation scolaire à l'UQAM. Éditrice de manuels scolaires, consultante en éducation, puis on a eu la chance de l'avoir comme conseillère à la Fédération. D'ailleurs, au moment où tu as pris ta retraite, tu étais de souvenance chez nous. En 2011, elle a reçu le prix Albert Schenker de l'International de l'éducation. C'est un prix en enseignement mondial qu'elle avait reçu pour sa contribution justement à l'avancement de la cause enseignante et à la cause des élèves en difficulté. Titre de personnalité de la semaine à la presse, nommé comme étant un des 8 leaders de l'année ayant eu un impact marquant dans sa collectivité. Elle est aussi ambassadrice pour la Faculté des sciences de l'éducation à Sherbrooke. Elle a beaucoup de diplômes de 2e cycle, mais sa passion, ce sont les élèves en difficulté. Je vous le dis, c'est une passion pour elle. Si vous la voyez sur Facebook, à un moment donné, vous allez comprendre ce que je dis. Parce que si vous posez une question là-dessus, ça descend, ça descend, ça descend. Oui, je suis l'amie Facebook de Pauline. Isabelle. Isabelle, c'est d'abord une enseignante de français et de géographie au secondaire, une enseignante du syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Elle a enseigné pendant 14 ans. Elle a été une militante très engagée dans son syndicat local. Elle a fait son arrivée à la Fédération en 2015. Elle a été déléguée, membre du conseil d'administration du SERQ, membre d'une équipe de négociation pour la convention locale au syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Et elle a été aussi dans l'équipe de négo au national de souvenance en 2009-2010. Exactement. Alors, je leur laisse la parole.
en vous rappelant que les dossiers EHDA et les programmes au secondaire à la FSE, ça s'appelle Isabelle. Alors, je vais surveiller le temps parce qu'on pourrait passer la journée avec elle. Là. Oui, alors, je vais surveiller le temps, puis je sais que ça va bien aller. Oui, merci. Puis, juste une petite chose avant, là, juste pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. Dans vos pochettes, là, vous avez tous une feuille d'appréciation. Puis, c'est vraiment très apprécié quand vous le faites. C'est pour ça que ça s'appelle appréciation. Donc, gênez-vous pas que vous ayez des choses constructives ou des fleurs à nous envoyer. On va bien les recevoir parce que nous, c'est notre 2e édition du réseau, puis on veut continuer de construire, mais eu égard à vos besoins et aux commentaires que vous allez nous faire. Donc, c'est très important pour nous. Merci. Voilà. Bien là, on n'a pas besoin de se présenter. Sylvie a tout réglé ça. Juste avant qu'on commence, on vous a envoyé une copie numérique. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous aurions aimé que vous ayez une copie finale, papier, imprimée dans vos mains. Ça aurait été le monde idéal. Mais des fois, dans la vie, le monde idéal, ça ne fonctionne pas toujours comme on souhaite. Donc, vous avez une version temporaire. Si vous voyez des trucs roses, c'est parce qu'il y aura des belles images qui vont être apposées là plus tard. C'est quelque chose qui va être disponible à partir de la fin janvier, probablement, début février, papier, et vos syndicats locaux pourront les commander auprès de la FSE. Là, je ne peux pas vous dire comment ça va fonctionner, combien ça va coûter, mais M. Maltais, Frédéric Maltais au bureau, pourra vous renseigner très certainement. Et il va être disponible aussi de façon PDF là, sur le site Internet de la FSE, comme celui actuellement, celui-ci est déjà disponible là, sur le site de la FSE, qui est l'ancienne version, là, puisqu'on est en train d'en faire une nouvelle. Voilà. Je commence toujours par une histoire, il paraît que ça motive les gens. Alors, pourquoi un référentiel? En 2008, lorsque j'ai été engagée par la FSE, c'était pour donner les balises et les limites de l'intégration. Juste un petit dossier comme ça. Tu sais, il faut faire les balises et les limites de l'intégration. Du travail, certains vont se moquer de moi encore en disant que je fais des résumés de 25 pages, mais bon, on va résumer ça en 4 points. Il est sorti des balises et des limites de l'intégration la nécessité de faire l'évaluation des besoins et des capacités de l'élève lorsqu'il est intégré. Ce n'est pas une nouveauté, c'était dans la LIP, mais jamais ça se faisait. Donc, on a dit, la première chose qu'on doit faire, si vous voulez intégrer un élève, il faut avoir ça. Ensuite, les contraintes excessives. La loi dit que l'intégration ne doit pas être une contrainte excessive ni porter atteinte importante aux droits des autres élèves. Mais contrainte excessive, personne ne savait ce que c'était une contrainte excessive, ni vraiment porter atteinte aux droits des autres élèves. Donc, on a mis ça de l'avant en disant, il faut regarder la contrainte excessive, c'est quoi le niveau de service qu'il y a dans l'école? Parce que si vous avez tous les services comme vous avez présentement, bien, il n'y a pas de contrainte excessive. C'est une blague en passant. Là. Ou bien, si vous n'en avez pas du tout. Ensuite, quelle est la charge que ça occasionne aux enseignants? Intégrer, je ne sais pas moi, un élève qui n'a pas de problème de discipline, veut dire, qui, dans le fond, souvent les enfants en déficience intellectuelle ne disent pas un mot, puis ils sont bien gentils et tout, puis on lui donne des services. C'était beaucoup moins contraignant qu'un élève, veut dire, qui avait vraiment des gros problèmes de comportement, puis à chaque fois que quelqu'un lui disait « t'es laid », il lance ses ciseaux, il renverse son bureau, etc. Donc, on essayait de voir c'était quoi la charge. La composition de la classe, c'est différent d'en avoir un et d'en avoir 32 qui sont... 32, j'exagère toujours, mais si on n'exagérait pas un peu, ça ne serait pas la vérité. Et de faire en sorte, au niveau de faire de la prévention une priorité. Vous allez me dire, Sébastien en a parlé, tout le monde en a parlé ce matin. Bien, on a commencé en 2008 à en parler. 9 ans plus tard, on en parle encore. Pour maintenant soutenir, pour avoir un langage commun, pour s'entendre sur les besoins,
parce que souvent, je veux dire, Fédération des syndicats versus le ministère, on ne s'entendait pas tous sur les mêmes besoins. On a bâti un référentiel. Alors, vous avez le premier référentiel, le deuxième qui a seulement été une mise à jour sur la convention collective. Le référentiel, ce n'est pas un ouvrage didactique. Vous ne trouverez rien là-dedans qui vous dit comment enseigner la grammaire. C'est quoi sur le plan didactique? Ce n'est pas un ouvrage didactique. C'est un guide pour pister sur les besoins. On nous dit qu'on est dans une approche non catégorielle, qu'il faut plus baser sur le handicap, mais sur les besoins. Alors, il a été bâti dans ce sens-là. Quels sont les besoins? Ce qu'on se faisait dire en 2009, quand il a été sorti par le ministère, « Ouais, mais tu sais, on sait bien, vous autres, hein, la FSE, le syndicat, là, je veux dire, vous voyez des besoins partout. » Bon, bien, c'est pas grave, on en a vu, puis c'est important. Il a été conçu aussi dans l'esprit de dire, lorsque je fais un plan d'intervention pour un pays, là, pour les élèves, sur quoi je peux me baser pour demander des services? Sur quoi je peux me baser pour dire les besoins de l'enfant? Bien, c'est un guide pour ça. Dans nos interventions aussi, parce qu'il y a des enseignants qui disent « Oui, mais je ne sais vraiment pas quoi faire, moi, avec les élèves qui sont en difficulté dans la classe. Comment j'enseigne la lecture? » Bon, on donne des pistes à ce niveau-là. Et évidemment, si vous voulez référer un élève, bien, on s'entend sur une plateforme, on s'entend sur les besoins, sur les mêmes critères. Évidemment, vous êtes le ministère, et ça, je vous expliquerai ça tantôt, là, dans le modèle RAI, il est dans une approche résolution de problèmes. L'approche résolution de problèmes, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut être flexible, il faut adapter, il faut modifier, et ça, c'est tout l'enseignant qui fait ça. Il faut qu'il appelle les parents, il faut qu'il fasse ci, bon. Il y a plein de modèles. Donc, s'il faut adapter, s'il faut modifier, bien, il y a des pistes là-dedans. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on fait. Il y a des pistes à ce niveau-là, ça vous donne des moyens, mais le référentiel n'est pas bâti, je fais la nuance, n'est pas bâti sur l'approche résolution de problèmes. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais il y a son utilité pour vous aider à ce niveau-là. Et là, je fais toujours très attention. Je suis, pourtant, j'ai travaillé dans la recherche, j'ai travaillé en plusieurs choses. Les dogmes n'existent pas. Je suis anti-dogme, mais je dis, il faut toujours regarder la recherche en fonction des balises et des limites. Moi, j'ai été élevée par Frédéric Legault en l'an 2000, quand j'étais prof à l'UQAM, sur c'est quoi la recherche. J'ai été très bien élevée, je vous dis tout de suite. OK. Donc, la mise en garde, ce que je fais dans le référentiel, c'est de dire, il ne s'agit pas de tout faire. Il ne s'agit pas de tout regarder à la lettre. Il s'agit d'aller chercher qu'est-ce qui peut vous aider. Et quand je parle d'autonomie professionnelle, quand je parle de jugement professionnel, l'autonomie professionnelle, c'est de savoir ce qui est mieux pour les élèves. Mais il faut toujours bien que je le sache. Si je ne sais pas, moi, je ne connais pas l'islam, on me demande mon jugement là-dessus, je vais partir de mes croyances. Mais quand on le sait, quand on sait des choses, on est capable de porter un jugement. Et c'est pour ça que vous avez un référentiel qui va vous donner des pistes. Ce n'est pas une recette. Il n'y a rien de recette, de toute façon, dans la vie, mais ça va vous aider pour l'élève qui est devant nous. Puis chacun des élèves est unique. Si on ne peut pas dire « Ah, il est autiste, donc il fait comme tout le monde ». Pas du tout. Et pour les services qui sont disponibles dans les écoles, des fois, je fais des travails en région, puis on me dit « Bien, vous savez, c'est parce que l'orthopédagogue a fait 4 écoles. » Oh, d'accord, c'est pas pareil. Hein? La recherche ne dit pas souvent ça, que les orthos font 4 écoles. Ça, c'est pas vu ça. Évidemment, la composition de la classe, c'est différent dans chacune des écoles. Il y a une madame tantôt qui me disait que dans sa classe, il y a des souris. Bien, ça ne fait pas partie de la composition de la classe. Tu sais, il faut dire, on est élevé à la campagne, les souris, mais ça va faire dans les écoles.
pourquoi il y a un troisième référentiel qui, d'ailleurs, encore les commentaires sarcastiques, on dit « Ouais, Pauline, non, il a augmenté. » Mais ça, c'est à cause d'Isabelle. Elle m'a donné une commande incroyable. Les recherches ont évolué. Heureusement, les recherches ont évolué depuis 2008. On est plus savantes, heureusement. Les demandes du milieu ont été plus nombreuses aussi. C'est que souvent, les gens disaient « Oui, on avait fait un peu psychopatho vite, là, parce que je n'avais pas trop de connaissances à l'époque. Bon, ça a évolué. On en a mis beaucoup plus. Les connaissances sur certains handicaps ont explosé. Vous allez voir la partie sur les autismes que Isabelle a faite. C'est génial, je vous le dis, là. Et ce qu'on veut, c'est vraiment ça a été bâti vraiment. Le premier référentiel n'était pas assez clair là-dessus, mais là, on l'a vraiment fait. Qu'est-ce que l'enseignant titulaire, puis là, je vais parler d'enseignant, OK? Titulaire peut faire. Orthopédagogue. Peux-tu le dire que moi, ma position, c'est que les orthopédagogues, c'est des enseignants? Oui. Ou je fais une chicane? OK, faites pas de chicane avec ça. Mais c'est sûr que pour moi, c'est comme ça. Et ensuite, les autres intervenants. OK? Fait qu'il y a vraiment, on a vraiment travaillé à ce niveau-là. Oui, Isabelle, tu peux changer de... Là, c'est toi. Là, je passe vite tout à l'heure. C'est peut-être parce qu'il y avait comme un peu de fébrilité. Mais vous dire, on fait une présentation quand même assez succincte du référentiel, de son contenu, d'où il vient un petit peu, pour ensuite vous soumettre des situations puis vous mettre un petit peu à l'œuvre dans le référentiel. C'est pour ça qu'on vous avait demandé d'apporter un support, mais vous pourrez le faire en équipe. C'est le fun, c'est des tables, donc vous pourrez le regarder en équipe, il n'y a pas de problème. Et par la suite, on va vous demander de nous mettre à l'épreuve et nous travaillerons avec peut-être des situations que vous allez nous proposer. Donc, c'était l'idée de faire quelque chose d'un peu interactif ce matin là, pour pas que ce soit trop endormant. Alors, voilà. Concernant le référentiel, sa structure il ressemble énormément à l'ancien référentiel. Cependant, avant, on parlait beaucoup de caractéristiques des élèves ou des choses comme ça. On l'a un peu évacué là, parce que, dans le fond, on est vraiment dans une approche qui est davantage de répondre aux besoins. Puis, à la limite, on se disait, puis vous allez le voir plus loin pour certaines choses, on se dit, en soi, le diagnostic, il n'est pas nécessaire. L'important, c'est de répondre aux besoins. Puis, on sait que les diagnostics, maintenant, en recevoir pour certaines catégories d'enfants, pour certaines difficultés plus spécifiques, on sait que c'est très long, c'est de longue haleine. Donc, il ne faut pas se priver de répondre aux besoins parce qu'on n'a pas de diagnostic. Et le diagnostic dans la convention collective n'est pas non plus une condition pour que l'enfant puisse recevoir des services. Donc, on l'a basé d'une façon un petit peu différente. Regardons premièrement la partie A sur les élèves à risque. On vient parler justement de l'importance du dépistage et de l'intervention rapide. On en a fait état ce matin. On l'a mis là parce que c'est important, c'est pas gagné, puis il faut continuer à tabler parce qu'on sait que tout ce qui est intervention rapide, tout ce qui est prévention, on fait des gains à long terme, mais c'est sûr que c'est un investissement. On va mettre à chaque fois les définitions de c'est quoi un élève à risque. Ici, je l'ai mis au singulier parce qu'il n'a qu'une seule définition d'élève à risque. Si on prend celle de la Convention de l'annexe 19, quelles seront les manifestations de ces élèves-là en classe? Quelles pourront être les interventions du titulaire? Et quelles seront les interventions des autres personnels qui gravitent dans une école et qui gravitent autour de l'élève? Donc, par rapport plus spécifiquement à la partie A, on est venu justement détailler c'était quoi un élève à risque sur le plan du développement global au préscolaire. Et ça, c'est un apport de Fanny, notre collègue qui travaille au préscolaire. Donc, on est venu vraiment détailler tout ce qui était physique et moteur, social et affectif, cognitif et langagier, et le développement des fonctions exécutives. Vous comprendrez que c'est une nouveauté, c'est très bien écrit, c'est basé sur beaucoup de recherches, les références sont là, donc ça vous donne aussi la possibilité, à chaque fois, on vous donne les principaux auteurs consultés, donc ça vous permet, vous, comme enseignant, si vous voulez investiguer, aller plus loin dans certaines choses, de regarder quels auteurs nous ont amené de l'eau au moulin dans notre référentiel. Et on a mis les élèves à risque sur le plan des apprentissages. C'était déjà présent, mais on est venu ajouter les élèves à risque au plan du décrochage scolaire. Puis on sait que ça, c'est important. Le ministère voit ça important, puis on se disait que pour nous, c'est aussi important. Il y a des signes et on peut intervenir par rapport à ça. Mais c'est sûr que souvent, on a besoin, on ne doit pas être les seuls à intervenir par rapport à ça au niveau par rapport aux enseignants. Ça ne doit pas seulement reposer sur les épaules des enseignants.
Et dans le fond, ce qui a été ajouté, je vous l'ai précisé, c'est toute la partie sur le préscolaire. On trouvait ça important. Le référentiel était pas muet parce qu'il y a des élèves autistes, il y a des élèves qui ont un handicap, une déficience intellectuelle au préscolaire, mais vraiment par rapport au développement global de l'enfant. Puis souvent, bien, on sait qu'au préscolaire, les enseignants se font dire « Oh, laisse faire, il va maturer, là, bon, attends un petit peu, là, puis tu vas voir, ça va rentrer dans l'ordre. » Bien, ce n'est pas un argument, ça, puis on vous a proposé autre chose dans le référentiel. Ce qui a été spécifié aussi, on est venu vraiment plus spécifier l'élève à risque sur le plan des apprentissages, on l'a décliné davantage. On est venu dire que le modèle RAI était bon pour aider justement à dépister les élèves en difficulté d'apprentissage à condition qu'on prenne le bon modèle et que les conditions soient réunies pour que ce modèle-là soit efficace et efficient. Et aussi les élèves à risque au plan du décrochage scolaire, on a fait une distinction entre le primaire et le secondaire parce que des élèves à risque de décrochage scolaire, on en voit déjà dès le primaire. Et on vous a justement démontré dans le référentiel des manifestations que ces élèves-là peuvent avoir. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Les élèves à risque, quand même, c'est une proportion assez grande. C'est de 20 à 25 là, malgré les interventions efficaces. OK? Malgré ça, là. On s'entend-tu? Malgré tout votre beau travail au quotidien. Oui. Et c'est temporaire. Quand on arrive en secondaire 3 puis ils disent les élèves sont à risque, là, ça fait longtemps qu'ils sont en difficulté, OK? Ils ne sont plus à risque. C'est temporaire à risque. Puis ça, on l'a bien campé, là, mais c'est une notion importante parce qu'on voit trop d'élèves à risque pendant un bon moment dans leur cheminement scolaire, quand ce n'est pas l'entièreté. Après 6 ans, là. La partie B, donc on est venu expliquer, dans le fond, on travaille toujours à partir de définitions. Définition, oui, de la convention collective, mais définition parfois de d'autres personnes, de chercheurs ou de groupes d'entités. Des manifestations encore, les interventions du titulaire et des autres personnels qui peuvent venir nous appuyer. On est venu parler, du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là, on est venu parler des dimensions. On a ajouté là, les dimensions de l'inattention, de l'impulsivité, de l'hyperactivité. Donc, on est venu le décliner davantage en fonction des recherches. Entre autres, on avait avec nous Claudia Verret hier qui était présente. Ben, on s'est inspiré de travaux de elle et de Lynn Massé aussi à ce sujet-là. Et les élèves qui ont des troubles de comportement, on oublie souvent nos sous-réactifs. Il y a des surréactifs, mais il y a aussi des sous-réactifs. Et on est venu les décliner aussi là, pour vous aider à mieux les reconnaître. Puis peut-être, on vous donne des pistes d'intervention et c'est à vous de faire les choix. Puis tout à l'heure, Pauline l'a mentionné, on en décline une série. C'est impossible de toutes les réaliser. C'est impossible. Mais ce qu'on est préféré en mettre davantage et que vous puissiez faire des choix eu égard à votre élève qui est devant vous, de la collaboration des autres personnels, des parents et aussi des ressources qu'il y a à l'école, puis de la composition de la classe, là, on l'a bien mentionné. On a gardé pas mal la même chose eu égard aux troubles graves du comportement parce que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été nouvellement apportées par rapport à ça. Et on vient toujours positionner là, les principaux auteurs consultés pour chacun des domaines, là, le TDAH, les troubles du comportement et les troubles graves du comportement. Et ce qui a été ajouté, je vous l'ai dit, là, c'est le TDAH, puis les surréactifs, les sous-réactifs concernant les élèves qui auraient un trouble de comportement. Et la part du personnel professionnel, j'aurais pu l'inscrire partout parce que vraiment, on est venu bonifier les interventions qui pouvaient être faites de par les personnels professionnels présents dans l'école ou dans la commission scolaire. Et n'oubliez pas que la médication, ce n'est pas un service. L'enfant est médicamenté puis besoin de service, pas du tout. Puis souvent, je ne sais pas si vous avez vu, souvenez-vous, hier, là, Claudia faisait une distinction. Même s'il a pris de la médication, il ne sera pas nécessairement moins impulsif là, ou moins colérique. Il pourra peut-être être moins agité. Donc, quand même, ça ne règle pas tout. Puis ce n'est pas une panacée non plus. Ce n'est pas la solution à tous les maux, à tous les problèmes. Donc, structure C.
C'est les élèves en difficulté d'apprentissage. Tout à l'heure, c'était les difficultés d'adaptation. Là, c'est difficultés d'apprentissage. Là, on est venu dire vraiment camper, c'était quoi une difficulté d'apprentissage et un trouble d'apprentissage, et dire vraiment qu'on travaille dans une approche par besoin lorsqu'on est en difficulté d'apprentissage. Et ceux qui m'ont déjà entendu parler des séquences, vous savez, faire reconnaître un élève en difficulté d'apprentissage dans nos commissions scolaires, c'est très difficile quand c'est possible. Donc, imaginez-vous. Donc, c'est toute l'idée de répondre aux besoins. Puis, on n'est peut-être pas les seuls à être en mesure de répondre aux besoins. Ça se pourrait qu'on ait besoin d'appui aussi. Donc, on est venu vraiment définir tout ça. Puis, c'est sûr qu'on est venu dire que ça nous embête que les troubles soient inclus dans les difficultés d'apprentissage. Les difficultés d'apprentissage, c'est très large. Mais un trouble, c'est spécifique et ça va durer toute une vie. Hein. L'enfant va devoir composer avec certaines limitations toute sa vie. Et bon, nous, c'est d'outiller, hein, c'est de rajouter des outils dans sa boîte à outils pour qu'il puisse contourner ses difficultés, en tout cas, du moins les surmonter. Puis là, on a vraiment une spécialiste des difficultés d'apprentissage, fait que je vais la laisser ajouter s'il y a des choses qui manquent à ma présentation. Bien sûr, manifestation, intervention du titulaire, intervention des autres personnels. On a décliné ce qu'étaient les difficultés d'apprentissage, ce qu'est un trouble d'apprentissage. Et là, on est venu vraiment parler de dyslexie, dysorthographie, et la dyscalculie est quand même une nouveauté là, aussi dans le référentiel. Et les troubles d'apprentissage non spécifiques. Une difficulté qui est très peu connue, c'est la dyspraxie. Ça commence à être connu davantage. Puis, on est venu faire une entrée là, pour vous aider, pour vous accompagner enseignants là-dedans. Puis, le SDNV, le syndrome de déficience, dysfonction non-verbale. Bon, excusez-moi, j'aurais dû me l'écrire, je n'ai pas pris la peine de l'écrire. Ça aussi, on est venu le déplier parce que c'est encore moins connu que la dyspraxie. Déficience intellectuelle légère, dysphasie légère à moyenne, sont dans les difficultés d'apprentissage. Ils sont là parce que le ministère les met là. Ce n'est pas nécessairement la catégorie que nous aurions choisie, mais puisque c'est la catégorie que le ministère donne, on a mis ces élèves-là dans cette entrée-là. Puis, par exemple, on va vous référer à la catégorie sur la déficience intellectuelle moyenne à sévère ou la dysphasie sévère, moyenne à sévère, justement pour vous permettre d'aller chercher des outils. Donc, on va vous référer ailleurs. Mais c'est des élèves qui peuvent être scolarisés jusqu'à l'âge de 21 ans parce qu'ils ont un handicap reconnu. D'accord? Donc, c'est quand même particulier, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qui a été ajouté? On l'a dit, la dyspraxie puis le syndrome de dysfonction non-verbale. Ce qui a été spécifié, c'est vraiment la différence entre la difficulté et le trouble d'apprentissage et le rôle aussi du modèle RAI là, pour peut-être venir nous appuyer lorsque, bien sûr, là, on l'a dit que c'était le bon modèle qui était utilisé, pas celui résolution de problème. Tu voudrais ajouter quelque chose en difficulté d'apprentissage? C'est bon. Mon Dieu, c'est le seul sur lequel elle n'a pas parlé, puis c'est une grande spécialité. Les élèves handicapés, donc il y a plusieurs définitions parce qu'il y a plusieurs handicaps et parfois pour un même handicap, on a mis plus d'une définition. Si par exemple on regarde le trouble du spectre de l'autisme, le ministère utilise encore dans l'annexe 19 la définition en regard de, du DSM 4. Et maintenant, on sait qu'il y a un DSM 5. Donc, imaginez-vous, on vous a laissé le DSM 4 dans le référentiel parce qu'actuellement, le ministère utilise le DSM 4. C'est la même chose pour les troubles relevant de la psychopathologie. Il utilise le DSM 4 pour valider les élèves handicapés parce qu'il utilise un document qui date de 2007. Et actuellement, on a fait la demande, on est même allé en demande d'accès à l'info, et il nous dit qu'il utilise encore ce document-là. Donc, vous comprendrez qu'on vient avec plusieurs définitions pour camper les choses. On vous dit qu'on n'est pas tout à fait aussi d'accord avec ça, bien certainement. En déficience langagière, là, on vient mettre celle de la Convention, mais venir mettre aussi, on vient mettre, c'est l'Association canadienne des troubles d'apprentissage, l'ACTA, qui encadre bien ça, qui nous aide beaucoup. Déficience intellectuelle moyenne à sévère, je vous l'ai dit tout à l'heure, les troubles relevant de la psychopathologie et les principaux auteurs consultés à chaque fois.
Ce qui a été ajouté dans le référentiel, en regard de la déficience langagière, on a ajouté dans le fond, on a fait des dessins des chaînes de communication eu égard à chacune des classifications des déficiences langagières. Aussi, ce qu'on a fait, par exemple, par rapport aux troubles relevant de la psychopathologie, on sait qu'on a de la difficulté à faire reconnaître nos élèves qui ont un syndrome Gilles de la Tourette dans cette entrée-là, si on peut dire, qui est le trouble relevant de la psychopathologie. Donc, on est venu vous démontrer un peu c'était quoi les manifestations, ce que vous pouvez faire comme enseignant, mais c'est sûr qu'on a besoin d'appui, là, assurément, pour ces élèves-là en classe lorsqu'ils sont intégrés en classe régulière. Et les troubles émotionnels, on parle beaucoup de troubles anxieux et des troubles de l'humeur, et faites attention, de l'anxiété de performance, ce n'est pas un trouble anxieux. Ce qui a été spécifié, là, vraiment, tout à l'heure, Pauline l'a dit, on a vraiment détaillé davantage le trouble du spectre de l'autisme parce qu'on vous dit que depuis 2001, il y a une augmentation de présence de ces élèves-là en milieu scolaire, une explosion de 663 %. Donc, ils sont de plus en plus présents et à peu près la moitié sont en classe régulière et la moitié en classe d'adaptation scolaire. Concernant la partie E, c'est une partie tout à fait nouvelle, l'éducation physique et à la santé, qui est basée sur les travaux de Claudia Verret, qui était ici hier. Ça donne des pistes là, pour aider le personnel en éducation physique, qui, lui, reçoit tous les élèves intégrés et qui, puis Claudia me donnait, là, ils ont interrogé les enseignants d'éducation physique. 40 des répondants dans son sondage, là, elle a des données préliminaires, disent enseigner aux classes d'adaptation scolaire. Donc, presque 1 sur 2, c'est pas rien. Ça veut donc dire qu'ils travaillent au quotidien souvent avec des élèves HDA. Évidemment, cette partie-là n'est pas basée sur une méta-analyse, j'en ai pas trouvé, OK? Mais Claudia Verret, j'ai une grande estime pour elle, puis ça n'a rien à voir parce qu'elle est fine ou pas, là. Mais je trouve que par rapport à ses travaux, il y a vraiment un lien entre ses résultats puis la base. Je trouve que c'est intéressant. Fait qu'on c'est pas beaucoup, mais il n'y avait rien avant. On commence comme ça. Fait que dans 5 ans, Isabelle, tu auras un autre mandat. Bonifié. L'évaluation des capacités, la détermination des besoins d'un élève et le plan d'intervention. On a souvent beaucoup de questions par rapport à ça. C'est pas clair, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment une nouvelle partie qui est venue dire c'est quoi évaluer les capacités puis déterminer les besoins. On dit aussi que ça fait partie des obligations de la commission scolaire qui ne sont pas toujours remplies. Et donc, on vous dit aussi qu'est-ce que dit la loi sur l'instruction publique qui vient appuyer que ça doit être fait. D'accord? Parce que ce n'est pas la même chose, un plan d'intervention puis l'évaluation des besoins et des capacités. C'est 2 choses. Ce n'est pas les mêmes personnes qui réalisent cette évaluation-là. Il faut faire bien attention. Puis, il se fait bien des choses aussi par rapport au plan d'intervention. On connaît les plans d'action. Là, hier, j'entendais parler, pas de portrait de classe, mais de portrait d'élèves. Écoutez, là, en tout cas, il y a plein de choses. Il y a des dérives. Donc, on est venu camper des choses en lien avec, justement, ce que prévoit la loi. Par rapport aux parties G, H et I, vous comprendrez que c'est souvent populaire les séquences pour obtenir des services pour les élèves en difficulté d'apprentissage, faire reconnaître des élèves en difficulté d'apprentissage ou ayant un trouble de comportement et faire identifier des élèves handicapés ou ayant un trouble grave de comportement. Donc, on est venu vraiment le déplier dans le référentiel. On est venu mettre des sections, des parties là, qui sont les parties des séquences là, pour ceux et celles qui auraient déjà eu accès à ces formations-là que je donne avec des collègues ou que des collègues à moi vous auraient donné. La partie J et K, c'est des parties qui sont très près l'une de l'autre. Dans le fond, on est venu, les élèves qui ont des besoins particuliers, à la formation professionnelle. Donc, c'est des nouvelles entrées. C'était pas là. Le personnel des centres n'avait pas... Il faut dire qu'ils n'ont pas grand-chose, là. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de choses. Au moins, camper ce qu'ils ont, ça pourrait être bien. Donc, on est venu dire quels sont les principaux encadrements qui encadrent, qui viennent dire un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec les élèves à besoins particuliers en formation professionnelle, le régime pédagogique, l'entente nationale du personnel, les mesures d'adaptation qui sont très, très encadrées au niveau ministériel. Les actions individuelles qu'on peut faire,
agir vite, l'accès au dossier de l'élève qui doit être fait, qui doit être donné, quand on peut demander de rencontrer la direction, quels sont les recours pour un élève jeune, donc qui a moins de 18 ans, la violence et les événements dangereux dans les centres et l'étendue de la responsabilité des enseignants aussi quand il arrive des choses là, dans leur classe ou dans le centre. On est venu faire la même chose pour la FGA. La petite nuance, c'est la LIP, la formation générale des adultes. Il y a la loi sur l'instruction publique aussi qui vient encadrer des choses par rapport à ces élèves-là, puis au travail des enseignants pour ces élèves-là, puis pour le reste, c'est la même chose. Et je laisserai la parole à Pauline par rapport aux différentes annexes. On a ajouté 13 annexes. On voulait faire concurrence à l'entente nationale qui en a 53. Puis nous autres, on n'a pas peur du chiffre 13. Les annexes ont été mis là en complément, parce que souvent, expliquer, quand on parle de quelque chose, puis tout expliquer ça dans une partie où on veut vraiment traiter des besoins des élèves, c'était compliqué. Donc, on a ajouté des annexes pour qu'on puisse comprendre. La première annexe, c'est l'obligation de la commission scolaire au regard de l'intégration. Il y a je vais vous dire ça comme ça, il y a 2 philosophies en éducation. 2 philosophies qui se confrontent. Il y a la philosophie de l'inclusion totale, c'est-à-dire l'élève, il est dans la classe et c'est à l'enseignant, dans son école de quartier, là, et c'est à l'enseignant, puis il n'y a pas d'école privée, puis tout le monde devrait normalement être dans son école de quartier, là, selon leurs prétentions, et c'est à l'enseignant de tout mettre en œuvre. Okay? Ça, c'est l'inclusion, et c'est sur cette philosophie-là que se base le ministère présentement. Il y a une autre philosophie qui est le continuum de service, qui dit on commence d'abord par la classe ordinaire, mais si l'enfant est incapable, il y a d'autres services qui se déplient. En 2011, lorsqu'on avait travaillé la FSA et la CSQ sur la réussite des garçons, on avait proposé des choses et on parlait de modalités d'organisation et le ministère avait sorti leur modèle d'organisation de service, qui est là, je veux dire, vous allez dans le référentiel, on a sorti, qui se base sur le continuum. Il y a 2 semaines, je pense, j'ai entendu le ministre qui a dit que ce serait important que tous les élèves soient dans la classe ordinaire pour le bien des élèves. Ça, c'est l'inclusion totale. Donc, on dirait que la main droite et la main gauche n'ont jamais travaillé ces mêmes choses. Donc, on a vraiment déplié, ça vous aidera dans la participation que vous avez, soit pour évaluer les besoins des élèves et savoir quel service il a besoin, ou travailler lors des comités EHDA, hein, ou bien à la commission scolaire. Fait que c'est une aide. Donc, on est allé déplier ça pour pas que vous oubliez qu'on est dans le continuum de service. L'annexe 2, c'est les types d'évaluation. Alors, je suis allée chercher vraiment tous les professionnels, quelle sorte d'évaluation qu'ils font. Pas parce que vous ne le savez pas, je le sais, mais en appui pour dire, parce que souvent, et je le sais, quand on est dans une philosophie d'inclusion totale, on ne veut pas trop avoir les services des évaluations, on veut que vous vous occupiez des enfants, c'est tout. Donc, ça va vraiment aider pour le faire parce que vous avez des appuis pour dire il faut absolument qu'on aille chercher ça lors d'un plan d'intervention. L'annexe 3, c'est les services complémentaires. Donc, les services complémentaires aussi ont été dépliés en disant, bien, qu'est-ce que fait un technicien en éducation spécialisée, qu'est-ce que fait un psychoéducateur, que font les autres personnes. Donc, toujours pour nous aider au niveau de l'organisation, au niveau de l'évaluation des besoins et des capacités, des plans d'intervention, toutes les choses que vous pouvez faire. Les modèles d'enseignement. Là, je vais mettre les choses au clair. Les modèles d'enseignement, ils ont toutes leurs valeurs. On s'entend là-dessus? Tous les modèles. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur la motivation scolaire dans la pédagogie par projet. Et que j'étais pédagogie par projet. Réforme, OK? Et écoute, plus malade que moi, il n'y en avait pas, là. Et oui, ça motivait les élèves. Et oui, avec mes élèves intégrés en troubles de comportement, j'ai eu du succès. Mais ça s'arrête là. Mais c'était très bon. Il y a d'autres modèles. Et quand on va parler de modèles efficaces, je fais attention parce que c'est galvaudé.
efficace ne veut pas dire que tous les élèves réussissent. Il y en a toujours 20 qui sont à risque, même à ça. Ce qui est reconnu va être un enseignement qui est plus efficace, c'est selon certains domaines, selon certains aspects. Ce n'est pas efficace sur tout. Et puis tout le temps. Je donne un exemple. L'enseignement explicite, c'est très bon quand on commence avec les élèves de première et deuxième année pour leur enseigner les correspondances graphèmes-phonèmes. Seulement les mots étiquettes, qu'on appelle en émergence de l'écrit, ne sont pas suffisants. Et oui, on a du succès quand on le fait. Mais faites pas de l'enseignement explicite avec la géographie, je ne sais pas ce que vous allez faire. Comprenez-vous, ça ne marche pas, là. Je dis, bon, il y a des choses. Fait qu'il faut replacer les choses. Donc, ici, moi, je mettrais modèle d'enseignement. OK? Les modèles d'enseignement, là, je veux dire, c'est selon vos élèves. Ce qui est important, c'est de savoir dans quel domaine il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. OK? Moi, j'ai une étudiante à un moment donné qui a fait avec des classes de troubles de comportement la pédagogie par projet multidisciplinaire. Là. Elle n'est pas plus loin que ça. Il n'y a pas un élève qui est sorti de la semaine chez le psychoéducateur parce qu'il était tout intéressé. Vous auriez repris le même projet avec d'autres élèves, la moitié aurait sorti. Ça n'a rien à voir, ça dépend des élèves, ça dépend d'un paquet de choses. Fait attention quand on parle de ça. Sauf que je suis quand même allée chercher au niveau des modèles d'enseignement, je veux dire, ceux qu'on va reconnaître qui sont pas, je vais faire attention parce qu'efficace égale vaudé, là, je veux dire, ceux qui ont peut-être du succès ou en tout cas qui sont par rapport à telle fonction d'enseignement plus mieux, je ne sais pas trop comment vous le dire, là, parce que je ne vais pas trop... mais tous les modèles d'enseignement sont bons, OK? Tout. Il faut les jumeler. Il faut en faire plusieurs. Si vous faites que de l'enseignement magistral, je vais vous dire, OK, ce n'est pas efficace. On s'entend là-dessus. Si vous faites que de l'enseignement explicite, je vais être la première à hurler. OK? Mais si vous faites une combinaison par rapport à, c'est important. Pourquoi j'ai parlé de l'enseignement explicite? Parce que je me suis cogné le nez au ministère quand j'étais à la FSE, parce que ceux qui sont dans un cadre socio-constructiviste sont anti-enseignement explicite. Et les gens du programme au primaire et au préscolaire sont anti-enseignement explicite. Pourquoi? Parce qu'ils sont socio-constructivistes. Et c'est John Hart qui le décrit très bien. Pourquoi ils sont contre? Je ne le sais pas. Ça fait partie de leur posture. Mais quand on est enseignant, on n'a pas le droit d'avoir qu'une posture. Les chercheurs, ils feront bien ce qu'ils veulent. Fait que les modèles d'enseignement, je l'ai bien expliqué, ils sont tous bons, mais vous allez avoir au moins la démarche et puis les choses. Stratégie. Oui. Les stratégies cognitives, métacognitives aussi. Il reste 45 secondes. 45 minutes. Ah, phew! Déjà que je suis stressée, Isabelle. OK. Je pense vite, on vous les a mis. OK? Un petit tableau beaucoup basé sur Winston, Roland Viau, etc. Parce que quand on vous dit enseigner de façon explicite les stratégies, il faut les connaître. Bon, j'y arrive. Oh mon Dieu, le modèle RAI, encore là, je fais ça vite. OK? 2 minutes. Le modèle RAI a été mis sur place, et je prends la peine de le dire, là. Le modèle RAI a été mis en place parce qu'autrefois, bien, il n'y a pas si longtemps, là, autrefois, parce que c'était dans ma convention collective, il fallait attendre que l'élève ait 2 ans de retard pour l'identifier, qu'il y ait une évaluation par le modèle de la santé, c'est-à-dire par un psychologue. Puis après ça, il y avait des services, on arrivait à peu près fin 3e année avant qu'il y ait des services. Torgerson a démontré qu'il était trop tard. Donc, ils ont dit, on pourrait faire de la prévention avant. Les enseignants, quand on parle de prof ma fierté, peut-être qu'on fait des bonnes choses, on pourrait peut-être, les enseignants, faire quelque chose avant d'attendre 3 ans. Le modèle RAI a été basé. On se base sur des principes et bon, je vous les déplie, là, vous irez les voir. Le problème, c'est qu'il y a 2 philosophies de l'éducation. Il y a l'inclusion puis il y a le continuum de service. OK? Donc, les 2 ont pris le modèle RAI en disant « Ah, bien, l'approche résolution de problème, c'est, bien oui, le modèle RAI, au niveau 1, on va faire de la différenciation, on va appeler parents, flexibilité. Après ça, les enseignants, bien, ils iront voir leurs collègues, puis après ça, ils iront voir, mais ils font tout. » Alors que dans le protocole standard,
Un protocole, ça veut dire que je m'appuie sur certaines connaissances à enseigner selon les degrés. Et si l'enfant résiste, il doit avoir des services d'un orthopédagogue immédiatement après la première étape. Il y a un protocole. C'est ça la nuance. Et le ministère, puis regardez le référentiel des 10 à 15 ans, il est basé clairement sur la résolution de problèmes. Donc, quand on parle de RAI, puis je sais, je vais dans des places, on me dit, oui, oui, Pauline, c'est le triangle avec 3 niveaux. Bien là, je suis en train de m'emporter. Ben non, c'est pas le triangle avec 3 niveaux, parce que le ministère, il a pris le triangle puis a mis n'importe quoi dedans. Fait qu'il faut faire attention. Fait que là, je vous l'ai déplié, je pense, en 6 pages. Si c'est pas clair, vous me le direz, je vais recommencer. Mais je suis sûre que c'est pas clair. Puis vous comprendrez qu'on a fait la même chose pour le 5 ans. Puis on parle de paliers parce qu'actuellement, je sais que les chercheurs travaillent plus avec des paliers. Ça aurait peut-être été une mauvaise traduction, le niveau. Donc, on a actualisé un petit peu. Donc, soyez pas surpris de lire palier 1, palier 2, palier 3 au lieu de niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est à cause du ministère qui a pris les niveaux, c'est pour ça. OK? Oui, on veut se distancier de lui. Je sais pourquoi les chercheurs disent que non, mais c'est ça. Bon. OK. Donc, le préscolaire, ah oui, on faisait rien au préscolaire. Il n'y a pas d'élèves à risque au préscolaire. Ils savent tout en partant. Non! C'est important, il y a des choses à faire. Bon, on l'a déplié. Puis après ça, ah oui, puis j'ai rajouté première et deuxième année parce que je suis un peu en massacre après le MES qui fait absolument rien pour aider les élèves. J'en rééduque. Là. Moi, mes amis sont grand-mères, là, puis ils ont tout un petit-fils qui a des difficultés. Puis c'est drôle, quand je reprends avec eux autres l'enseignement explicite des correspondances graphème-phonème, ils passent au lieu de 12 ans de première année. C'est quand même pas pire. Fait que j'ai donné des petites pistes comme ça, mais vous n'êtes pas obligés de les suivre. On s'entend là-dessus? OK. Démystifier les pratiques efficaces. Imaginez, non, mais je niaise pas, là. Les affaires comme le brain gym, là. Non, c'est pas vrai parce que vous faites faire des petits exercices aux enfants. Ça a un impact sur la réussite éducative ou scolaire, il faut dire? Éducative, OK. Il n'y a pas d'impact. C'est peut-être le fun. Les intelligences multiples, là, c'est peut-être le fun. Puis si vous le faites, mon amie Julie faisait ça dans sa classe. OK? C'est le fun. Faites-le. J'ai pas de problème avec ça. Mais il faut savoir que ça n'a pas d'impact sur la réussite. Mais pourquoi que le ministère, dans son site, est allé marquer « Ah, si vous faites les intelligences multiples, il y a des... » Non, ça ne marche pas. Il y a des choses qui sont claires, ce sont des mythes. Je vous les ai dépliés. Et j'ai pris de Rosenberg les choses qui sont plus efficaces. Efficace, ça ne veut pas dire que ceux qui ne les font pas ne sont pas compétents. Efficace, ça ne veut pas dire que si vous le faites, tous les élèves vont réussir, qu'ils vont tous aller à l'université. Non. Ça veut dire que ça vous donne une chance que pour certains élèves, ça réussisse. La suggestion pour le matériel, ça aussi, je n'ai pas tout déplié parce qu'il y a des catalogues de toutes les maisons d'édition, on s'entend là-dessus. Moi, je suis allée chercher ce qui n'était pas trop connu et qui est basé sur la recherche et il y a des choses très intéressantes. OK? Donc, il faut faire attention. Cap sur la prévention, par exemple. Je donne un exemple. Il se dit basé sur la recherche. Non, il est dans une... Oui, il est basé sur la phonologie et tout, on s'entend là-dessus au niveau du primaire. Mais ce qui est important à ce niveau-là, c'est de dire que ce n'est pas l'émergence, ce n'est pas suffisant. Il faut faire aussi de l'explicite, ce qui ne met pas de l'avant. Fait que, tu sais, il y a des petites affaires de même là, que je me suis permis de faire. Le classement des recherches. Ah, tu sais, on dit quelque chose. Moi, je sais, quand j'étais enseignante, tout le monde arrivait avec sa recherche. Ah, la recherche dit, la recherche dit, la recherche dit. Wow, on s'entend sur la recherche, OK? Bon, on commence. Les opinions des chercheurs, c'est bon, mais c'est une opinion. C'est le niveau 4, c'est le niveau le plus bas. Mais après, il faut avoir des opinions, je veux dire, des choses comme ça. Les recherches, actions, niveau 3, c'est bon. C'est pas ce qu'il y a de... C'est pas ce qu'il y a comme l'état des connaissances est ressorti. C'est bon dans un milieu. Puis je sais, présentement, le ministère ne finance que les recherches-actions. Tous ceux qui ont voulu faire des recherches expérimentales, ils ont enlevé de l'argent, en tout cas. Mais les recherches-actions, ça a été fait dans une commission scolaire, ça va être bon dans la commission scolaire d'ATIP. Le reste, ça ne veut pas dire que ça va être excellent. Quand on va parler de méta-analyse, pourquoi c'est plus important? Puis je vous dis, j'ai été formée par Frédéric Legault. Ce n'est pas non plus la panacée. On s'entend-tu là-dessus que ce n'est pas la panacée parce qu'on travaille avec des enfants. C'est-tu plate, hein? Mais... Hein, ils viennent de milieux différents, ils ont une intelligence, ils répondent, ils ont leur personnalité. Tu sais, ils pourraient juste nous écouter, puis bon, ben non, c'est pas le même. Mais ce que ça dit, les méta-analyses, ça nous donne des balises, parce qu'ils ont analysé
centaines de recherches pour dire, voilà, avec groupe contrôle, groupe expérimental, pour dire, ça, là, présentement, en 2017, c'est ce qu'il y a de plus valable. Peut-être que dans 5 ans, ça sera plus valable. Mais pour le moment, c'est ce qu'il y a de plus valable. C'est juste ça. Ah oui, puis là, ils ont, ça c'est, quand je vous dis qu'ils ont rajouté, là, moi, je vais passer pour la fille là, qui fait bien des affaires, mais toutes eux autres. Là. Comité HDA au niveau de l'école. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils vous ont vraiment déplié. C'est un comité qui est important. Je sais là, que c'est une tâche de plus, là, mais mettons que sur l'autonomie professionnelle, mettons que sur le temps de s'engager, c'est vraiment quelque chose qui est important pour dire son mot. Puis ils l'ont vraiment déplié et c'est très bien fait. Et c'est toi qui as fait ça, ma belle? Magnifique. Ouais, félicitations, c'est mon idole. Et l'autre, l'annexe 13, les actions collectives qui sont possibles. Important, notre syndicat, il est là pour faire des choses extraordinaires. Alors, toute la question de la consultation, c'est quoi? Les services complémentaires, la participation au quoi, j'ai marqué PE? Non, PE, c'est quoi? Projet éducatif. C'est ça, le conseil d'établissement, le comité EHDA au niveau de commission scolaire, au niveau de l'école. Vous avez un document qui vous donne beaucoup de pouvoir. Comment se servir du référentiel, OK? Le référentiel, on dit, pas besoin d'un diagnostic. C'est drôle, je reçois encore des parents qui me disent « Pourrais-tu faire une évaluation parce qu'il faut que l'enfant ait un diagnostic? » Non, il n'y a pas besoin de diagnostic, les besoins et tout. Donc, c'est important de répondre à ça. C'est des pistes qui sont pertinentes, mais selon vos élèves. Comprenez-vous? Moi, là, je ne les ai pas, vos élèves, devant la classe, devant mes yeux, quand on travaille, puis Isabelle et moi. Donc, ça va vous, pour donner des bases, ça va savoir ce que vous pouvez faire et la limite d'un enseignant. Résolution de problème, vous pouvez tout faire? Non. Les enseignants, il y a une limite. Après, il y a des orthos qui peuvent faire des choses, puis il y a d'autres mondes. C'est quand même bon dans la vie, là, des enseignants orthos. Et pour élaborer un plan d'intervention, puis vos observations, puis vous allez accoter votre jugement professionnel pas mal là-dessus. Donc, ceux qui ont compris qu'il y avait une présentation PowerPoint papier dans votre pochette, bien, vous pouvez la sortir si vous voulez écrire dessus. Sans quoi, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous a mis 3 élèves, là, comme ça, qui ont des noms Zoro, Julietta et Antoine. On vous parle d'eux un petit peu. Puis ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller dans le référentiel, puis avec ce qu'on présente, qui éprouve des difficultés sérieuses en lecture-écriture, il invente lorsqu'il lit, il est motivé, puis réussit bien en mathématiques, de regarder ça, puis on vous pose des questions, on dit qu'est-ce que vous pouvez faire, puis qu'est-ce que vous pouvez revendiquer pour cet élève-là? Qu'est-ce que vous pouvez demander? Même chose pour Julietta, on vous dit un peu comment elle se comporte, quelles sont ses manifestations de ses difficultés en classe, et même chose pour Antoine. Donc, on vous laisserait 10 minutes pour regarder ces trois situations précises d'élèves-là. C'est sûr que ce n'est pas très documenté. On vous a un peu jeté des petites choses. Nous, on a une idée derrière la tête, assurément, puis on reviendrait en discuter avec vous. Vous pouvez en discuter en équipe de travail, là, en groupe que vous êtes, là.
Encore 2 minutes. OK, on recommencerait. Et là, on vous inviterait. Hein, des gens qui sont peut-être pas venus parler encore au micro parce qu'il n'y avait pas nécessairement de questions ou parce que ça les paralyse un petit peu le micro. Bien, ça serait le fun qu'on aurait au moins une équipe qui viendrait nous parler de Zorro, puis eux, qu'est-ce qu'ils ont vu par rapport à Zorro, par rapport justement à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Zorro en classe, puis qu'est-ce qu'on pourrait demander, qu'est-ce qu'on peut revendiquer pour Zorro pour qu'il puisse évoluer, puis vraiment apprendre davantage, puis surpasser ses difficultés. Alors, j'ai un ou une volontaire au micro, s'il vous plaît? Allez, je vais vous tirer les oreilles un peu parce que je vais vous demander la même chose pour Julietta et Antoine. Ah, on a quelqu'un. Merci. Alors, préparez-vous. Après ça, on a Julietta. Donc, je me fais pousser par mes collègues. Donc, j'ai trouvé dans le référentiel à la page 49-50 des informations intéressantes par rapport à la dyslexie et dysorthographie. Donc, ça disait que ces élèves-là ont de la difficulté seulement dans les matières faisant appel à la lecture ou à l'écriture, qui décodent difficilement, lenteur à lire, etc. Et qu'au niveau des mathématiques, c'était la résolution de problèmes écrits qui était difficile malgré la bonne compréhension des concepts. Puis à la page 50, bien, on parle des différents moyens. Et pour les intervenants, l'orthophoniste qui pourrait évaluer le langage oral et la psychologue pour évaluer les fonctions cognitives. Bravo, merci. Qu'est-ce que vous pouvez revendiquer à ce moment-là? De l'aide OK. l'enseignant. OK. D'abord, Zorro, c'est un élève que j'ai eu, là. Et effectivement, il y a peut-être un peu de bonheur pour dire au niveau de la dyslexie. Il faut quand même les... Mais ce que vous pouvez revendiquer, c'est l'orthopédagogue vraiment qui le voit en su de ce que vous faites. Ça, c'est vraiment important. Et qui a une évaluation au niveau du psychologue et de l'orthophoniste pour savoir est-ce que c'est vraiment... On confirme avec l'enseignant que avec l'ortho et l'enseignant que c'est une dyslexie, ou bien c'est un problème de langage oral qui a des incidences sur l'apprentissage de la lecture. Excellent. Vraiment, une bonne main. Et vraiment, vous êtes bonne. Là. Bravo! On cherche maintenant un groupe pour Julietta. Vous avez vu, là, c'est pas compliqué. Qui viendrait nous parler de Julietta, de ce qu'ils ont trouvé? C'est notre candidate au secondaire, là.
Ça va pas très bien. Pensez-vous le secondaire qu'on vous a laissé tomber? Voyons! Est-ce qu'il y a des équipes qui ont eu le temps de travailler sur Julietta? Levez la main, s'il vous plaît. Qui a eu le temps de travailler sur Julietta? Allez, venez nous en Sébastien, parler. Merci. Donc, à la lumière de ce qui est dit, se frustre facilement, bâcle son travail, termine pas ses travaux, difficulté à calligraphier. Donc là, il faudrait peut-être explorer la dyslexie dysorthographie. Se conforme pas aux différentes consignes, n'attend pas les explications pour se mettre au travail. Donc, ce qu'on va faire, on va remplir le formulaire 8907. On va aller remettre à notre direction parce qu'on va peut-être établir un plan d'intervention pour le faire coder 12, puis en même temps explorer la dyslexie dysorthographie. Fait que c'est ça que je vais revendiquer. Puis si ça ne fonctionne pas, on va faire une plainte au comité paritaire. Oui, avec votre formulaire d'insatisfaction. Très bien. Si vous voyez un élève qui se frustre facilement, et puis tout, il faut faire attention. Hein, c'est toutes des fois, moi, je me frustre facilement aussi. Tu sais, ça dépend. Quand mon chum obstine, là, ça m'énerve. Tu sais, bon, c'est ça. Mais il y a des nuances. On va voir un peu, il faut quand même regarder. Il y a des possibilités. Difficulté à calligraphier n'a rien à voir avec la dyslexie. Il faut faire attention. C'est plus au niveau de la lecture et de l'écriture, pas vraiment calligraphie. On regarde des choses comme ça. Allez voir page 32-33. C'est souvent des élèves qui ont un déficit, un TDAH ou un TDA tout seul. J'ai mis vraiment pas trop... tu sais, il ne se conforme pas aux consignes, il n'attend pas les explications, il est impulsif, il attend... OK? Donc, mais ce que vous faites, là, c'est la bonne méthode. On va voir, et ça sert à ça un référentiel. On va voir, mais on donne des pistes souvent. Pensez-y. Pour apprendre, il y a 4 choses. L'attention, il y a vraiment la motivation, les côtés émotionnels, puis le côté environnemental. Donc, est-ce que l'attention, c'est une attention parce qu'il est un TDA? Souvent, c'est ça, ou c'est autre chose. Donc, tu sais, on se remémore. Donc, vous y allez et ça va vous donner des pistes, mais vous faites très bien ça, la revendication. Donc, quand vous allez aller avec excellent. Donc, c'était bien, hein, le plan d'intervention, le formulaire et tout ça, c'est bien. Puis parfois, bien, on ne le sait pas, puis on a le droit de ne pas le savoir. Puis quand on remplit le formulaire, là, on peut dire, écoutez, je vois plein de choses, mais je ne suis pas le ou la spécialiste pour déterminer exactement ce qu'il a. Je ne suis pas la bonne personne. Mais justement, j'aurais besoin qu'on vienne m'appuyer pour qu'on vienne déterminer mieux c'est quoi les capacités de cet élève-là, quels seraient ses besoins pour qu'il puisse continuer d'évoluer et de continuer à apprendre. Et donc, on s'adresse à la direction qui, elle, a la chance, après ça, de s'adresser à d'autres personnes comme des professionnels pour venir nous appuyer là-dedans. D'accord? Ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont rendus à Antoine. Puis là, je ne veux pas coincer personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé Antoine, une équipe qui a eu le temps de travailler sur Antoine? OK. Bien, regardons-le ensemble, Antoine, voulez-vous? Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on va l'avoir lu, là, je pense que vous allez avoir beaucoup de choses. On dirait qu'il y a un problème de comportement. Il semble s'opposer à tout ce que je lui propose, moi, comme enseignante. Il y a aussi un problème de compréhension. J'ai vraiment l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est difficile pour lui, entre autres, de faire des inférences. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Difficulté à se mettre au travail, à rester au travail également. Incapable d'attendre son tour de parole. S'il possède la réponse, il veut la donner tout de suite. Parce qu'il veut dire « moi, je le sais, je suis bon ». Il a peu ou pas d'amis. Vous vous demandez comme enseignant si cet élève-là n'est pas victime d'intimidation. Mais par exemple, pour apprendre les choses par cœur, là, il n'y a pas de problème. Avez-vous une petite idée? Oui, hein? Je n'ai pas voulu caricaturer, mais j'entends des mots. Oui, peut-être qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas un trouble du spectre de l'autisme qui plane un petit peu là-dedans. Puis, vous le savez, là,
vous et moi, on ne peut pas regarder ça, on ne peut pas déterminer ça, mais on peut assurément déjà s'adresser s'il y a une professionnelle dans l'école, entre autres une psychologue. On sait que maintenant, là, ils peuvent nous aider, nous pister les parents, pister l'école sur une possibilité d'un TSA. Et aussi, je pense qu'il faut aborder la direction de l'école, les parents, puis il faut y aller. Hein. Même chose tout à l'heure, là, on a quelqu'un qui est venu dire, je remplis un formulaire pour avoir de l'aide, pour avoir des services, qu'on fasse l'évaluation des besoins, des capacités et des besoins de l'enfant, et ensuite, justement, qu'on détermine qu'est-ce qu'on peut mettre en place en classe pour lui, à l'extérieur de la classe pour lui. On fait un plan d'intervention s'il n'y en a pas déjà un, bien sûr. D'accord? Ça ressemblerait à ça. Tu as autre chose à ajouter? Non. C'est très bien. Maintenant, écoutez, il nous reste quand même 15 minutes. Nous, ce qu'on a le goût, puis tantôt, il y a quelqu'un qui est venu à la table nous poser une question. Si vous avez des situations que vous vivez actuellement ou que vous avez déjà vécues, puis vous aimeriez un petit peu qu'on vous dise, nous, on passerait par où, comment on prendrait la problématique, puis on vous ferait un peu de modelage, hein, justement. Ça a l'air que c'est une pratique intéressante pour apprendre. Oui. Donc, on vous invite peut-être à venir au micro et à nous soumettre une situation d'une difficulté qu'un élève aurait pu rencontrer dans votre classe et que vous avez rencontré, à travailler aussi avec lui. Vous vous êtes senti parfois démuni, vous aviez besoin d'aide, puis vous ne saviez pas nécessairement par quel bout prendre la situation. Ou au contraire, vous êtes super bon, vous avez le goût de venir nous dire comment vous avez réglé une super situation qui était quand même compliquée. Bien, allez-y, ça nous ferait plaisir de vous entendre. Okay. Sylvie Lafontaine, enseignante à Trois-Rivières. Je suis en adaptation scolaire. J'ai enseigné 20 ans au primaire en déficience intellectuelle. Et mes élèves qui rentraient à l'école devaient avoir un cas de déficience avec un trouble associé. Maintenant, je suis rendue au secondaire et j'ai des élèves que je suis toujours en déficience intellectuelle avec trouble associé, mais j'ai des élèves que j'ai au primaire et que, grâce à la magie du primaire, ne sont plus déficients intellectuels. Donc, ils arrivent au secondaire, plus de cotes, et ils s'en vont au pré-secondaire. Alors, je me demandais... est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on guérit de la déficience intellectuelle? Je sais que c'est pour la vie. L'autre question que je me posais, la déficience intellectuelle avec trouble associé, c'est un code D, hein, en difficulté, et non H, handicapé. La dysphasie légère a un code H, enfant handicapé. Pas légère. Bien, pas légère. Puis même si un élève a une dysphasie, en plus de sa déficience, c'est sa déficience qui prime? Oui. Oui, OK. Oui. Josiane Mailloux, enseignante à la commission scolaire du navigateur en éducation physique et à la santé. Alors, tantôt, je voyais dans le référentiel, je suis vraiment contente de l'ajout pour l'éducation physique. Merci beaucoup parce que ça nous touche énormément, les élèves HGA, parce qu'on enseigne des comportements à 90 % en éducation physique. Donc, il y a beaucoup de crises ou de... Bon, donc, c'est de la gestion. Alors, mon premier commentaire. Maintenant, pour une situation plus concrète, c'est que, bon, j'ai un élève TSA, diagnostiqué, qui est suivi depuis le primaire. Il est rendu en 5e année. TSA quand même léger, qui a un peu de manipulation au travers. Donc, à chaque cours d'éducation physique, il y a une crise. C'est immanquable. Bon, parce qu'il réagit trop de stimuli ou les autres élèves, parce qu'on est souvent avec la petite compétition, des choses comme ça. Donc, il réagit intensément. Et bon, il y a un protocole établi avec la TES et tout ça. Sauf que moi, c'est ma première année dans cette école-là, donc je n'ai pas vu tout le parcours précédemment. Et là, ben, je demande de l'aide parce que je trouve que c'est trop difficile à gérer. Et je demande d'avoir de l'accompagnement pour mon cours, quand c'est ce groupe-là, ben, d'avoir la TES qui vienne aider, qui le connaît bien, tout ça. Et on me refuse l'aide. En me disant que, ben non, sors-le. Sors-le quand tu fais ça. Alors, intégration, là. On parle, on est en plein dedans.
Donc, là, c'est sûr que je veux me donner du temps pour voir comment ça fonctionne dans l'école et tout ça, mais on a des messages disant de ne pas demander de TES pour régler des conflits de récréation, parce que les TES sont réservés aux apprentissages. Alors là, moi, je tombe en bas de ma chaise, là. Dans ma tête, c'est pas ça le rôle. Mais j'ai pas eu le temps de le regarder, mais vous avez mis je sais pas si c'est une annexe, mais qui parle des rôles de chacun. Alors, c'est sûr que je vais aller me référer à ça, premier réflexe, mais j'aimerais en savoir plus par où commencer, parce que j'ai l'impression que c'est gros comme vision, mais en même temps, c'est la direction qui a le dernier mot là-dessus pour décider des ressources où elle les envoie. Alors, voici ma problématique. Merci. Je peux répondre à la personne déficiente intellectuelle? Parfait, je vais prendre le deux. Bon. Ben, on a une autre intervention. Excusez, il n'y a pas de problème. Bonjour, Donna Alessandre Monville. Sans lien avec l'intervention précédente, j'ai pas eu le temps d'aller lire dans le référentiel là, si c'est vraiment en contexte d'éducation physique qu'on met des particularités pour les spécialistes d'éducation physique, mais nos spécialistes de musique vivent la même réalité au primaire. Ils ont à intervenir auprès des élèves en difficulté et l'accompagnement ne suit pas et ils sont un petit peu laissés pour compte là-dedans. Souvent, ils ne sont pas trop au courant de ce qu'il y a dans le plan d'intervention. Alors, je ne sais pas si dans les sections du référentiel, il y aurait matière à mettre quelque chose peut-être pour les spécialistes. Je souligne ça comme ça. Okay, merci. Jérôme Savoie, APL. Souvent, il y a des élèves qui nous arrivent de d'autres écoles, puis comme par magie, leurs dossiers disparaissent. Fait que souvent, on se ramasse avec des cas, puis on perd... dans le fond, on n'a pas de documentation sur ces élèves-là, puis là, ben, on a une démarche à faire. On ne sait pas quelles interventions ont été faites. Alors ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis moi, relater un cas, je vais l'appeler Georges. Alors Georges, moi, étant spécialiste en musique, eh bien, Georges, on s'en doute, est probablement TSA. Et puis, malheureusement, dans l'école, le travail n'a pas été fait. Il est en 2e année. Le travail n'a pas été fait pour faire des demandes de services. Puis là, on se ramasse depuis la maternelle, curieusement, encore une fois, magie. Tous les intervenants au préscolaire, ils ont fait du travail, mais c'est disparu. En première année aussi, c'est disparu. On n'a comme pas de documentation sur Georges. Puis là, on se rend compte qu'à chaque cours, Georges fait des crises. Et même moi, je l'ai en fin de journée. Alors, ça va jusqu'à s'endormir lorsque la cloche sonne sur le tapis. Alors, toutes sortes de choses. Et puis, pendant la classe, mais on se doute que Georges a un problème aussi de syndrome de la tourette. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sortent de sa bouche désagréables. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la disparition de documents? Alors, merci. Oui, une dernière intervention, allez-y. Oui. Alors, Sophie Hébert, syndicat de Lignerie. D'abord, pouvez-vous me répéter votre nom? Oui, Sophie Hébert, syndicat de Lignerie. J'ai 2 petites questions. Je me demandais, je regardais un petit peu rapidement le document, peut-être que je l'ai juste manqué, mais il y a certains nouveaux diagnostics populaires, j'ai envie de dire ça comme ça, qu'on ne voit pas apparaître dans le référentiel, ou en tout cas que je n'ai pas vu dans ma courte lecture. Fait que c'est peut-être mon erreur. Mais je pensais, entre autres, au syndrome dysexécutif, qu'on voit apparaître beaucoup. Quand la difficulté est plus spécifique, comme une dysgraphie, par exemple, ou encore à la page 60, je sais qu'il y a comme le débat du DSM-4 par rapport au DSM-5, mais dans le TSA, on a sorti une particularité qui est le trouble de la communication sociale, qui vient franchement amener des limitations puis des beaux défis aux élèves, mais que je ne voyais pas non plus apparaître. Fait que je me demandais si c'était parce que c'était pas exhaustif ou c'était juste comme oublié. Voilà, merci. Parfait. Vas-y, commence. Par rapport à la première personne qui a parlé au niveau de la déficience intellectuelle, le seul moment dans ma vie où j'ai vu que la déficience intellectuelle, l'élève ne l'était plus, c'est parce que c'était une déficience qui était due l'enfant est en milieu tellement défavorisé qu'il avait l'air d'un enfant déficient, mais c'était vraiment l'environnement qui a fait ça. Il n'était pas capable de répondre à rien, il n'avait pas montré à parler, il savait dire maman, papa, puis je veux de l'eau, là, je ne sais pas trop. Ça, OK, on s'entend. Le reste, c'est vraiment un handicap. Le problème, c'est que le ministère ne reconnaît pas dans le handicap la déficience intellectuelle légère. C'est pour ça qu'on est allé le placer
avec les troubles d'apprentissage, mais ça n'a rien à voir avec un trouble d'apprentissage. Souvent, la déficience intellectuelle va primer sur les autres, parce que souvent, un enfant qui a une déficience intellectuelle a souvent, en comorbidité, un problème de langage. Donc, quand ils perdent les cotes de même, là, je ne sais pas. Je trouve ça mystérieux, puis souvent, je pense qu'ils devraient engager dans le lab école un magicien, parce qu'il devrait nous expliquer pour comment on peut faire, parce que Et je m'excuse, il n'y a pas aucune méta-analyse. Alors, je suis Madame Méta-analyse. Il n'y a pas aucune méta-analyse qui va corroborer ça. Alors, je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. Mais basez-vous sur les besoins dans le guide au niveau de la déficience intellectuelle. Pour faire des demandes, puis aussi, quand un élève est handicapé, on devrait travailler avec l'annexe 47, qui est, dans le fond, le comité ad hoc. Et pour retirer une cote à un élève, le comité doit avoir été consulté. Donc, vraiment, c'est d'interpeller votre syndicat local, voir ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a des délais là-dedans, mais il y a un travail qui peut être fait. Puis, je vais juste apporter quand même une dimension par rapport à l'autisme. Quand on a des enfants en déficience intellectuelle et qu'ils ont une comorbidité associée à l'autisme, on va prendre l'entrée de l'autisme avant de prendre l'entrée de déficience intellectuelle. C'est la seule nuance que j'ajouterais par rapport à ça. On est ailleurs parce qu'on a un fonctionnement de cerveau différent, donc une entrée différente. Et si on ne se soucie pas de cette entrée différente-là, on ne pourra pas aller faire les interventions qu'on souhaite faire. Voilà, une petite nuance. Bien, tant mieux pour l'éducation physique. Puis en même temps, je vais attraper l'intervention de Mme Lessard. Vous comprendrez que c'est un travail, on le voudrait parfait dès le départ. C'est impossible. C'est j'ai le goût de dire un work in progress. Là. Il doit toujours bien avoir quelque chose en français pour compenser ça. Travail en continu. Travail en continu, merci. Hein, il y a plein plein de ressources linguistiques avec moi. Merci, Mme Aymon. Alors, oui, c'est pas parfait. Oui, il va y avoir d'autres choses. C'est pris en note. On a commencé avec l'éducation physique parce que, bon, tous les élèves ont de l'éducation physique. Bon, c'est un peu là l'idée, mais on sait que c'est pas suffisant. Puis aussi, ce qu'il faut regarder, c'est que là, il y a une recherche, il s'est fait quelque chose en éducation physique. On n'a pas nécessairement le pendant, par exemple, en arts plastiques, en musique, ou etc., parce qu'on a travaillé aussi avec des travaux. On a parlé seulement de recherche-action, mais quand même. Non, c'est ça, on n'en a pas vu, puis on essaie au moins d'arriver avec des bases. C'est pas parfait, on vous l'a dit, une recherche-action tantôt, mais au moins on part de quelque part, qui a somme toute une base, on jette une base à quelque part. Écoutez, là, on parlait d'une situation d'un enfant autiste en 5e année, probablement léger, là, où les cours d'éducation physique, c'est très difficile. Première des choses, bien, est-ce que vous avez demandé de l'aide, de l'accompagnement via un formulaire qui est conventionné ou juste comme ça, là, par la parole? Des fois, ça vient changer parce que ça vous donne la possibilité après de pouvoir revendiquer, de signifier votre insatisfaction. Ça peut être discuté au comité école EHDA parce qu'il peut y avoir une problématique et ça pourrait être amené au comité paritaire. Puis ça, c'est bon pour tout le monde, là. Le formulaire d'insatisfaction, s'il n'existe pas, là, interpellez votre syndicat local par courriel ou par téléphone qui va faire des représentations pour vous au comité paritaire. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait ce dit formulaire, même s'il est prévu. Vous avez le droit de demander de l'aide et c'est possible que cet enfant-là soit très mal à l'aise en éducation physique. S'il fait une crise, c'est parce qu'il peut effectivement être en surcharge sensorielle. Il peut être complètement déphasé par la situation. Ça se pourrait très bien qu'il ne comprenne pas du tout ce qui est attendu de lui parce que ça passe beaucoup par le visuel. Puis c'est pas parce qu'on fait une démonstration que ça change. Ça prend souvent un dessin simple à la main et je ne vous vois pas nécessairement dessiner tout ce que vous proposez à l'élève à la main en visuel continu. Vous avez besoin de quelqu'un avec vous dans le gymnase, c'est certain. Puis les TES réservés aux apprentissages, on est un petit peu resté devant, sous le choc. On a quand même quelqu'un qui travaille à la FP2S, ici à la Fédération du personnel de soutien.
Je vous dirais que ça ne peut pas être exclusivement réservé. D'ailleurs, c'est peut-être, tu sais, quand ils travaillent les apprentissages, c'est parce qu'on travaille avec eux, mais d'abord leur formation, puis ce qu'ils font comme travail, puis dans le quoi ils sont bien, puis qu'ils aiment aussi travailler, c'est quand on travaille le comportement, puis là, d'une façon très, très large, autant chez les autistes que chez des élèves qui ont des déficits d'attention ou des TDAH ou de l'hyperactivité, etc. Là. OK? Donc, c'est particulier. Mais effectivement, le rôle peut vous aider, mais travaillez par ce qui est prévu à la Convention, puis si ça ne fonctionne pas, interpellez votre syndicat local, il y a des choses qui peuvent être faites. Les parents aussi. OK? Ça, j'ai répondu. Fait que... Oui. Les dossiers qui disparaissent, bien écoutez, dans la Convention, vous avez le droit de demander le dossier, vous le demandez à la direction, puis il doit vous le donner. C'est le dossier d'aide particulière. Hein? Ce n'est pas le dossier de suivi avec des professionnels, là, c'est un dossier d'aide particulière. Il doit être donné, vous avez à le demander, puis il doit vous être donné. C'est point final. Ça ne peut pas faire autrement. Puis au moins travailler à partir de ça. Par rapport aux diagnostics qui sont nouveaux dans le DSM-4, de toute façon, il y en a tellement de nouveaux là-dedans, dans le DSM-4, qu'on prend... c'est le 5, excuse. Je suis encore sur le 4. Dans le DSM-5, je veux dire, tout le monde devient malade. OK? Bon, c'est pour les pilules. Ça aide les pharmacies. Maintenant, un diagnostic, on ne peut pas tous les mettre. Ce qui est important de voir, par exemple, on a mis la dyspraxie coordination motrice. OK? C'est le nouveau. Si il ne l'a pas, regardez, votre élève, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'apprentissage? Si c'est ça, allez voir la partie C. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du comportement, de l'attention? Allez voir la partie B. Tu sais, selon le diagnostic, il y a des comportements, il y a des manifestations qui sont les mêmes. Au plan du langage, allez voir dans la partie D, au niveau de la déficience langagière. Ça va donner des pistes, parce qu'on peut pas tout mettre, là. Je veux dire, il a fallu choisir. Puis c'est ça qu'on est allé vers des choses qu'on entend le plus, qu'on croit que les enseignants vous rencontrez le plus dans vos classes. C'est sûr qu'on a travaillé d'abord et avant tout à partir de ça. Donc, ça mettrait fin à la présentation. Merci.